cela fera 30 ans ce samedi. Le mur de Berlin qui coupait l'Allemagne en deux depuis 27 ans, ce symbole de la guerre froide, était renversé par la population. Rappelez-vous cette nuit, donc du 9 au 10 décembre 89, vécue par des Berlinois incrédules qui se rencontraient enfin dans une folle euphorie. Le mur est tombé. Voilà ce qu'il en reste. Pourquoi êtes-vous venus ici? Juste pour passer de l'autre côté, juste pour regarder et être heureux. Savez-vous où vous allez? Non, non, pas encore. On veut juste être heureux. C'est notre heure. Enfin, c'est l'heure de la liberté. Wohin gehen Sie als erstes? Wir wollen bloß mal gucken. Nur einmal rübergehen, bloß mal gucken. Weiter nicht. Avec autant de monde ici, je vais sûrement rien faire. Comment évaluez-vous la situation? Évaluer la situation, c'est l'histoire qui se fait en direct. C'est tout simplement incroyable d'avoir été dépassé par les événements aussi vite. Vous la ressentez encore, cette émotion de 89, vous vous en souvenez, Sylvie? Oui, tout à fait. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de la fin de la guerre froide, et pour l'Allemagne, depuis le premier jour de la guerre de 14-18, c'est un pays qui va de drame en drame, en réalité, jusqu'à cette chute du mur. Donc les espoirs sont immenses à ce moment-là, et tout le monde a envie d'y croire. Vous étiez beaucoup dans les années 80, début des années 90, vous étiez beaucoup en Allemagne, à Berlin. Quels souvenirs vous en gardez? Je retrouvais l'esprit que j'avais rencontré quand j'étais étudiant à Paris en 68, que je retrouvais ensuite à Prague cette même année, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui s'ouvrait, on se parlait. Et la même chose arrivait là-bas, mais c'était un peu préparé. Le temps où j'y étais, de 87 à 93 à peu près, j'y étais assez fréquemment et je travaillais avec un groupe qui était de gauche ouest-allemand et des réformateurs au sein du parti. Et la question qui se posait petit à petit, c'était la question de la démocratie. Parce qu'au début, j'en connaissais qui étaient au parti est-allemand, qui pensaient que la seule chose à faire pour mettre fin à cette crise, c'était d'aller voir Klaus Wolf, qui était à la tête de la sécurité, de la sûreté. Et ils ne faisaient pas confiance à leur peuple, pour ainsi dire. Et puis, c'est là où ça a commencé à changer, mais très vite, 30 ans après. Et cette question alors, de la démocratie se pose, on va se la poser maintenant, parce que la question on se souvient à l'époque, c'est la fin d'un monde bipolaire, ça ouvre une nouvelle ère, il y a tous ces espoirs, des espoirs déçus 30 ans plus tard. Des espoirs sûrement déçus pour un certain nombre d'Allemands de l'Est. Ça, on le voit aujourd'hui, on le voit avec les victoires des partis extrêmes, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et en Allemagne en particulier. En Allemagne, oui, c'est ça exactement, en ex-RDA. Mais bon, on ne peut pas dire... pour moi, c'est difficile à évaluer parce que j'ai beau être canadienne, mais je suis l'enfant de la guerre froide. Je suis née en Pologne, et donc de l'autre côté du mur. Et mon père a habité à Berlin pendant 25 ans. Alors, aussitôt qu'il a quitté la Pologne, il s'est installé à Berlin-Ouest, pardon. Et alors, chaque fois que j'allais en vacances du Canada chez mon père, c'était à Berlin-Ouest, et je voyais le mur et mes amis qui étaient de l'autre côté du mur, que je ne pouvais pas voir, la Pologne est à 50 km de Berlin, donc. Et évidemment, tous les espoirs étaient permis. À partir du moment où le mur est tombé, moi, j'étais aux antipodes, j'étais à ce moment-là en Indonésie, en train de faire une série de reportages, et j'ai vu ça. Je veux juste me retrouver là, je veux juste être là à Berlin, parce que bon, je faisais toujours mes pèlerinages au Checkpoint Charlie, mais certainement qu'il y a beaucoup d'espoirs 30 ans plus tard qui sont déçus. J'écoutais dans un reportage d'une de mes collègues, pas plus tard que cette semaine, qu'il n'y a aucun Allemand de l'Est, par exemple, qui est à la tête d'une grande université allemande, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest, ou d'une grande institution allemande. Sauf la chancelière, quand même. Oui, sauf la chancelière, évidemment. Ne l'oublions pas. La chancelière, absolument. Et donc, il y a le président.
Gauck quand même venait de l'Est aussi. La question qui se pose, parce que vous soulignez un point important, c'est est-ce que cette réconciliation entre l'Est et l'Ouest, c'est valable au niveau allemand, mais c'est peut-être valable au niveau européen, est ratée? Est-ce qu'on a sous-estimé les différences culturelles, de culture politique aussi? 30 ans plus tard, est-ce qu'on peut faire ce constat-là? Oui, je pense que le constat, c'est que cette période de quelques mois ou quelques années a été réussie dans le sens où toute cette transition s'est faite sans violence, sans heurts, de manière négociée, démocratique, que ce soit la réunification de l'Allemagne, la transformation de tous les régimes des anciens pays du Comecon. Tout ça s'est fait en douceur. Ce qu'on a raté, c'est l'après. C'est l'après-guerre froide. La fin de la guerre froide a été réussie. Ce qu'on a raté, c'est ce qui a suivi. Et on a sous-estimé, je pense, deux choses. Un, d'abord, on a considéré qu'on était les vainqueurs, nous, l'Occident, alors que les autres, et Gorbatchev le dit dans un livre qui est sorti il y a quelques jours en France, il dit mais moi aussi j'étais le vainqueur, c'est moi qui ai permis la fin de la guerre froide, or on m'a considéré comme le vaincu. Et cette première crispation, ce premier malentendu, je pense, a pesé très lourd, y compris dans ce qui est devenu Poutine par la suite. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on a des histoires différentes. Nous, on avait les années 60, etc., le Club Med des 68. C'était vraiment deux mondes en parallèle. Et pendant cette époque, il y avait le printemps de Prague, la répression, les chars dans les rues de Prague. Et ça, c'est des vécus qui sont différents et qu'on a essayé on a essayé de nous coller les morceaux sans même penser qu'il y avait ces différences. Alexandra, oui, en fait, rapidement. C'est vrai, on a fait un mauvais usage d'une victoire extraordinaire. Et moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ça nous sert de phare quand même encore aujourd'hui. Et c'est le rôle de l'individu dans l'histoire. Parce que vous parlez de Gorbatchev. Moi, je l'ai interviewé pour le 20e anniversaire du mur. Et j'ai vu, là, on le sait de toute façon de l'histoire, jusqu'à quel point, lui, il était à Berlin juste quelques semaines avant la chute du mur. Il parlait à Honecker. Il disait, mais vous voyez pas ce qui se passe. Il le sentait, lui, il le savait. Il y avait des ouvriers qui manifestaient. Ça passait pour une manifestation pro-gouvernementale, mais ça ne l'était pas du tout. Honecker ne voyait rien. Lui, il voyait. Et lui et Bush, donc les gens, par-dessus les frontières idéologiques, se sont donné la main et ont permis cette chose et ça pose, sans violence. Et ça pose une question aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on ne vit pas la fin d'une ère. Donc on voit qu'il y a 30 ans, c'est la fin de ce monde bipolaire, l'Est, l'Ouest. 30 ans plus tard, il y a peut-être un constat, il y a un parfum de retour de guerre froide, une montée des nationalismes, peut-être aussi la fin du modèle libéral, économique et politique. Est-ce que ça, on peut le dire? Est-ce que c'est la fin de cette ère-là? Je ne suis pas sûre que ce soit la fin du modèle libéral, parce que le modèle libéral, il a plusieurs nuances. Et l'erreur probablement qu'on a commise au début des années 90, ça a été de croire qu'on avait gagné cette guerre froide. Et donc, le système capitaliste libéral, voire ultra-libéral, avait gagné la bataille contre le système socialiste. Or, en réalité, le capitalisme n'a jamais rien gagné sans contre-pouvoir. Et les avancées économiques ont toujours été modérées par des avancées sociales et vice-versa. Or, à partir des années 90, on se dit le social viendra tout seul, la redistribution viendra toute seule. Et c'est terrible parce que dans les régions les plus pauvres et les plus défavorisées, donc les régions de l'Est et les ex-régions de l'Est, le ruissellement n'a pas du tout fonctionné ou a très peu fonctionné. Il y a eu un enrichissement, il y a eu une prospérité économique, mais qui n'a pas profité à tous alors qu'on le pensait au départ. Est-ce que ces révoltes qu'on voit, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs pays, je pense au Chili par exemple, qui est décrit comme un laboratoire de l'ultra-libéralisme, on voit que ça bouillonne dans différents pays de la planète. Ce qui est en commun, est-ce que c'est ça, c'est ce rejet de la mondialisation, du capitalisme, d'une forme de libéralisme? De cet ultra-libéralisme, c'est cette idée qu'effectivement, à côté des progrès économiques, il faut prévoir des progrès sociaux dans une période, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une période de transition à plusieurs titres. Dick, pardon. Je pense que c'était pas simplement le libéralisme, c'était c'était une croyance dans la démocratie. Et ce qui est intervenu entre 89 et 2019, c'est quand même le 11 septembre. Et la réaction américaine, qui était quoi? Qui était surtout les néoconservateurs,
qui croyait ou faisait croire qu'il croyait à la démocratisation du monde. Et du coup, c'est le hubris de la démocratie qui jouait un rôle. Et la question que je me pose là, c'est mon côté philosophe un peu, c'est le rapport entre la démocratie d'une part et le libéralisme d'autre part. On a tendance à confondre les deux, en l'occurrence, et c'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Alors, peut-être je vous laisse répondre, pardonnez-moi. Mais quelque part, je trouve que les contestations qu'on observe aujourd'hui sont des contestations d'une forme de démocratie peut-être passée. Mais quelque part, le fait de contester, de descendre dans la rue, c'est une autre forme de démocratie aussi. Donc on n'est pas totalement... Alexandra ? Oui, on a tendance à se poser la question, est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, puis on arrive aujourd'hui avec toutes ces manifestations, un peu comme il y a 30 ans, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Tchécoslovaquie, il y a eu la Pologne, il y a eu, bon, la Pologne un peu plus tôt, mais en 89, les premières élections libres, le premier gouvernement non communiste. Et donc, mais je pense qu'on est devant un mouvement beaucoup plus diffus actuellement, alors qu'à l'époque, on avait une concentration de ces mouvements de l'autre côté du rideau de fer qui ont été suffisamment forts pour faire tomber le rideau de fer. Aujourd'hui, je pense que malgré que ces mouvements sont assez extraordinaires, ce qui se passe au Liban, c'est tout à fait inédit. On est très regardé aussi. En Algérie également. L'Algérie, bon, le Liban, en plus, par-delà les religions, les gens se donnent la main. Je veux dire, c'est extraordinaire. Mais c'est tellement diffus dans différents coins du globe, j'ai pas l'impression qu'on a la force qu'on a eue à l'époque. Une des leçons qu'il faut quand même retenir, c'est l'imprévisibilité du monde, parce que personne n'avait prévu ces événements de 89 de cette manière. Et le monde qu'on imaginait une fois ces événements passés ne s'est pas passé du tout comme on l'imaginait. Que ce soit l'arrivée, l'irruption du 11 septembre, du terrorisme, etc., ou l'émergence de la Chine, qui ne s'est pas faite comme on l'imaginait. Tous les théoriciens depuis 20 ans nous disent que le libéralisme économique introduit en Chine, l'économie de marché, entraînera automatiquement l'ouverture et la démocratisation du régime, même si personne ne s'attendait à voir la Chine devenir la Suisse du jour au lendemain, mais en tout cas d'aller dans cette direction. Or, Xi Jinping l'entraîne exactement dans le sens opposé, sans toucher à l'ouverture économique, comme on le disait tout à l'heure. C'est la leçon. Tout ça, cette imprévisibilité-là, c'est un élément capital qui est déconcertant. Je vous laisserai conclure rapidement. C'est la leçon qu'on peut tirer de cette séquence. C'est probablement l'une des plus grosses erreurs de l'administration américaine et en partie des Européens que d'avoir pensé en 2001 que la Chine allait se démocratiser en s'ouvrant, effectivement. Et c'est peut-être pour ça que la réaction est aussi violente côté américain.